Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le fameux top 5 de l'année 2019, le top 5 de tradition que je fais donc chaque année maintenant quand je suis sur YouTube. Est-ce que je l'ai fait l'année dernière? Est-ce que je l'avais fait l'année d'avant? Je suis moins sûre là, je suis beaucoup moins sûre. Aujourd'hui ce sera évidemment des livres que vous avez déjà vus dans les points lecture que j'ai fait, notamment dans les points lecture très récents, en tout cas dans les vidéos assez récentes puisque j'ai fait très peu de vidéos en début d'année. Donc nous allons commencer tout de suite. Je les ai pas classés par du numéro 5 jusqu'au numéro 1 parce que pour moi ils sont tous à peu près à un même pied d'égalité, à part le premier que je vais vous présenter qui se trouve un peu moins le gros coup de cœur comme les autres, mais qui est beaucoup plus sentimental en fait. Et c'est le tome 1 de Hana Yoridango, écrit par Yoko Kamiyo, publié chez Glénat. Donc je vous ai déjà beaucoup parlé de cette série récemment, de l'histoire en tout cas qui tourne autour de ce manga, puisque j'ai été très fan d'un drama, non pas coréen mais chinois, donc qui s'appelle Le Jardin des Météores, qui a été inspiré... qui est une adaptation beaucoup plus moderne de Boys Over Flowers, donc qui est un drama coréen qui a été lui inspiré par un drama taïwanais qui s'appelle donc Meteor Garden. Et Meteor Garden est une série taïwanaise inspirée du manga japonais Hana Yoridango. Ça fait tout le tour des pays de l'Est, des pays d'Asie de l'Est. Bref, je voulais revenir aux sources de cette série qui me tient énormément à cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé et en fait c'est la série qui m'a vraiment lancée dans toute la culture asiatique, dans toute la culture pop asiatique, donc dans la K-pop, dans les dramas, voilà, que ce soit drama coréen ou chinois. Un peu moins japonais, mais j'aime beaucoup les mangas japonais. Enfin, les mangas sont généralement japonais, du coup, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, donc dans tout cet univers asiatique, j'essaie d'en apprendre plus sur l'histoire de la Chine. J'ai commencé à prendre des cours de chinois, etc. Donc voilà, c'est vraiment en fait un manga qui me tenait énormément à cœur parce que c'est quelque chose qui m'a ouvert, enfin c'est une histoire qui m'a ouvert sur un univers qui m'était encore assez inconnu jusqu'ici, donc voilà. C'est pour vous raconter un tout petit peu l'histoire, donc là je me souviens plus du tout du nom du personnage féminin parce qu'il change à chaque adaptation, donc voilà. Mais on va suivre l'histoire d'une fille qui est dans un lycée pour riches alors qu'elle elle vient d'une famille de prolétaires et elle va pas du tout réussir à s'intégrer dans ce lycée. Elle est pas du tout comme tous ces riches qui ont des sacs à 3000 € etc. Enfin elle c'est pas du tout ça. Et en fait elle va provoquer on va dire le boss du lycée et d'ici va s'écouler une histoire pleine de rebondissements, d'amour, d'amitié, etc. Et voilà, juste j'adore cette série, mais comme vous avez vu dans le résumé, c'est très cliché. Très cliché. Donc là maintenant, on va parler de tous les livres qui sont à peu près à la même base. Donc tout d'abord, j'ai adoré le tome 3 de Red Queen, donc qui s'appelle King's Cage, écrit par Victoria Aveyard, publié chez Livre de Poche Jeunesse. C'est une série que j'aime énormément parce qu'il y a beaucoup d'action, mais surtout il y a aussi beaucoup d'action psychologique parce que les personnages sont tous ni tout noirs ni tout blancs. On peut tous se faire un avis, voilà, plus ou moins bien sur un des personnages, enfin sur un ou plusieurs personnages. Et donc je pense qu'on a tous des avis assez différents sur ces personnages. Moi personnellement j'aime pas trop le personnage principal, j'aime pas trop un des frères Cal. Pas Caden, n'importe quoi, ça c'est dans un livre que j'ai lu il y a récemment. L'un des frères Caloré, donc Cal, que je l'aime pas du tout. Je sais pas, j'ai jamais réussi à accrocher avec ce personnage, je l'aime pas, contrairement à Maven que j'adore. Mais voilà, bon, si vous avez lu l'histoire, vous savez tout ce qui se passe autour de ces trois personnages, notamment d'un des personnages. Mais voilà, il y a une profondeur psychologique incroyable et voilà, c'est pour ça que j'adore cette histoire parce que c'est pas juste une histoire young adulte, voilà, où il y a des histoires d'amour, un triangle amoureux où il faut aller libérer des gens, voilà, il faut... Enfin, c'est pas comme... Enfin... comme plein d'autres séries qu'on a lues, comme Hunger Games, Le Labyrinthe, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de profondeur psychologique, qu'on le sent plus, et que là, il n'y a pas le clan du bien, le clan du mal, enfin si quand même, évidemment, on sait qu'ils sont les méchants, mais je veux dire, par rapport vraiment au trio voilà, qui forment les personnages principaux, pour moi, ils sont pas du tout tout blancs, pas du tout tout noirs, et donc je trouve ça
Je trouve ça vraiment très très intéressant et je vous recommande vraiment cette série si vous l'avez pas encore lue. Si vous avez aimé Hunger Games, si vous avez aimé même Divergente, toutes ces grosses séries qui sont passées, c'est sûr que vous allez aimer Red Queen. Moi en tout cas je vous recommande à 2000% et j'ai adoré ce tome 3. Je suis tellement pressée de lire le tome 4, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir mais j'ai qu'une envie, c'est le lire. Ensuite, une grosse révélation cette année, c'est Six of Crows, écrit par Laïs Bardugo, publié chez le livre de poche jeunesse aussi. Là, franchement, si vous n'avez pas lu cette série, mais je ne sais pas ce que vous attendez, je ne sais pas pourquoi vous n'y allez pas, il n'y a que des avis positifs partout sur cette série et c'est normal et c'est une série incroyable où l'on va suivre 6 hors-la-loi qui vont être pourvus d'une mission. Donc ils vont devoir aller libérer quelqu'un dans la prison la plus sécurisée du monde. Voilà, c'est une prison qu'on dit imprenable, impossible d'aller faire évader quelqu'un là-bas. Et donc pourtant voilà, c'est 6 hors-la-loi qui vient du Barrel, un endroit très sombre de Ketterdam, un endroit où il y a tous les gangs, où il y a toutes les maisons de plaisir, etc. Tous les casinos, tous les jeux d'argent. Voilà, ces 6 gens vont venir du Barrel et vont voilà, avoir cette grande mission que de libérer un personnage donc de la prison et un personnage très important dans l'histoire, voilà, qui va ficeler, on va dire, voilà, toute cette histoire et c'est juste incroyable. Je ne sais pas comment l'autrice, c'est une autrice ou un auteur, je crois que c'est une autrice, comment elle a pu penser tout ça en fait, parce que c'est des plans mais juste monstrueux, juste incroyables, des choses auxquelles moi je ne pourrais jamais penser. Les personnages sont d'une profondeur incroyable, j'adore les personnages, je crois que c'est vraiment l'élément le plus fort de ces romans là. Et j'ai pas lu les autres livres de Laïs Bardugo qui sont toujours dans le même univers, mais ces deux-là me suffisent largement, ils sont incroyables, j'ai pas d'autres mots pour ces livres-là, je vous les recommande à 2000%. Maintenant on va passer à un classique, c'est Le portrait de Dorian Gray, écrit évidemment par Oscar Wilde, publié chez Flammarion. Si vous voulez lire du classique mais vous voulez pas lire des grosses briques comme Les Misérables, comme La Belle du Seigneur, ce genre de choses, lisez Le portrait de Dorian Gray. C'est une pépite, j'ai adoré ce roman parce que c'est un roman, c'est une critique de la société, c'est un roman sur une philosophie de vivre, sur la psychologie des gens, etc. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, j'aime beaucoup quand les personnages ont une profondeur psychologique. Bon là c'est carrément le cas, hein. Et voilà, j'ai adoré. C'est vraiment un miroir de la société de l'époque et avec tous les vices, etc. Et même encore aujourd'hui, c'est un livre sur lequel on peut se référer, je pense. Et voilà, franchement, je vous la recommande à 2000%. Je pense que vous connaissez l'histoire du portrait de Dorian Gray, je vais quand même vous le dire. En fait, Dorian Gray est un personnage tout à fait charmant, qui est très poli, très gentil, vraiment d'une innocence pure. Et un jour, un de ses amis va faire son portrait parce qu'il est peintre, etc. Et une nouvelle rencontre qu'il va faire lors de ce portrait va lui dire mais il faut que tu te rendes compte à quel point t'es beau, à quel point la beauté va te faire ouvrir toutes les portes, etc. Et du coup évidemment son orgueil va un petit peu grandir avec cette conversation qu'il aura eue avec cette nouvelle connaissance. Il va décider de garder le portrait pour lui-même et en fait au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure qu'il plonge de plus en plus dans l'orgueil, dans les vices, etc., il va se rendre compte que lui gardera à tout jamais son innocence sur sa peau et qu'en fait c'est son portrait qui va aspirer tous ses vices, qui va aspirer tout le mal qu'il fait et qui va aspirer en plus sa vieillesse. Dorian Gray ne vieillira jamais, gardera cette beauté éternelle, cette innocence éternelle alors qu'il a fait des choses tout à fait horribles tout au long du livre. Voilà, ça va s'empirer, etc. Et c'est juste incroyable, j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré ce livre, je vous le recommande à 2000%, il est vraiment pas long, tout le monde pour moi devrait le lire, donc lisez-le. Et enfin, mon dernier coup de cœur, ça a été le tome 5 d'Insaisissable, ou le tome 2 de la saison 2, donc écrit par Tahiré Mafi, Provoque-moi, publié chez Michel Lafon. Insaisissable, c'est une série que je chéris de tout mon cœur, et je suis trop pressée de lire le dernier tome, mais en fait ce qui m'a vraiment étonnée dans ce tome-là, c'est que Tahiré Mafi a vraiment réussi à ouvrir un univers en plus que ce qu'elle avait déjà créé dans la saison 1.
Je pensais que ça allait être encore un peu plus à la surface comme dans la saison 1, alors que là non, dans la saison 2 vraiment ça explose, il y a plein de personnages, on comprend beaucoup plus de choses. Enfin elle a réussi à nous faire comprendre beaucoup plus de choses alors que normalement on aurait dû déjà tout comprendre dans la saison 1. Enfin franchement c'est d'un génie pur et voilà, j'ai adoré, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond et l'action n'en finit toujours pas et voilà, j'ai adoré. J'aime de plus en plus le personnage féminin qui parfois pouvait un peu m'énerver dans la saison 1, dans la saison 2 aussi, hein, elle m'énerve toujours, mais disons qu'elle est beaucoup plus indépendante, beaucoup plus forte et beaucoup plus sûre de ses convictions qu'avant, donc elle est beaucoup moins fragile en fait. Et puis voilà, il y a un acte d'ailleurs qu'elle va faire, c'est dans le tome 4, qui montre très bien que voilà, maintenant c'est elle et puis c'est personne d'autre quoi. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, j'aime toujours autant les personnages. Si vous avez toujours pas lu Insaisissable, lisez-le, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Juliette Ferrars, qui est enfermée dans un asile parce qu'on la considère comme folle, parce qu'elle a un pouvoir absolument dangereux. Dès qu'elle touche quelqu'un avec sa peau, enfin peau contre peau, elle le tue en fait. Elle aspire son âme vitale et du coup bah voilà, elle va être enfermée. Un jour une personne totalement inconnue va arriver dans sa geôle de prison et va être son compagnon de prison du coup. Une histoire va commencer à se former entre ces deux protagonistes et après en fait ils vont tous les deux être... Enfin après on va se rendre compte que cet homme était un garde. Enfin ça c'est au début, hein, je vous spoil pas grand chose. Était un garde en fait et elle va être envoyée dans un camp. Enfin dans un camp militaire en fait et elle va se rendre compte qu'on veut faire d'elle une arme militaire puisque bah, elle est absolument très forte hein, donc voilà. Et la personne qui veut se servir d'elle s'appelle Warner et donc voilà, tout va commencer à partir de là, à partir de ce trio. Il y en a un qui leur veut du mal et donc le gars qui s'appelle Adam, lui donc qui est un des soldats de Warner, voilà, qui va tout faire on va dire pour essayer de sauver Juliette. Et voilà, c'est à partir de là, mais quand on connaît l'histoire là, de ce tome 5, il y a une telle évolution entre ce moment-là, où il y a voilà, ce méchant Warner avec les deux... avec l'un qui essaie de sauver l'autre et puis l'autre qui est complètement perdu, la pauvre là. Et puis là, ce moment où Juliette est juste... voilà, est devenue quelqu'un d'assez incroyable. Donc franchement, je vous recommande à fond cette série si vous l'avez toujours pas lue. Donc voilà, j'en ai fini avec ce top 5. J'espère que l'année 2020 m'offrira encore de très beaux coups de cœur. J'en ai pas eu beaucoup pour de vrai en 2019. Là je crois que c'est mes 5 coups de cœur de 2019. Les seuls. Donc heureusement j'en ai eu 5 pile poil. Et voilà, du coup j'espère que l'année 2020 m'offrira plus de coups de cœur. Et n'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel a été vos coups de cœur de l'année 2019. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je sais pas quand la vidéo va être postée, mais je crois qu'elle va être postée en janvier. Donc je vais vous dire bonne année tout de suite. Et j'espère, je vous transmets tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Gros bisous et bonne lecture. Bisous.